Salut à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket. C'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la balle orange, c'est tous les mardis à 18h et en direct sur ma télé. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver celui qui co-anime cette émission à mes côtés chaque semaine. Je veux parler de Greg Lambert qui a vêtu son vêtement de Noël avant l'heure. Salut Greg, ça va? Ouais, ça va, le Père Noël est déjà à Saint-Quentin, t'as vu? Et en tout cas, on peut pas te louper. Avec cette couleur flashy, on peut pas te louper. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de Betclic Elite et du Saint-Quentin Basketball qui, malheureusement, s'est incliné vendredi soir à Beaublanc face au CSP Limoges, notamment à cause d'un troisième quart-temps assez compliqué pour le SQBB. Comme d'habitude, on découvrira le résumé de ce match, un court extrait cette semaine de la conf de presse, on analysera quelques séquences de jeu et on parlera bien évidemment du prochain adversaire du Saint-Quentin Basketball. Après la pub, restez bien avec nous. Julien Mahé, l'ex-coach du SQBB et entraîneur maintenant de Nanterre 92, sera avec nous en visio. L'occasion pour nous de prendre de ses nouvelles, de voir comment se passe pour lui le début de saison et surtout comment il aborde ce match si particulier de vendredi soir. Mais pour le moment, on revient sur cette 5e journée de Betclic Elite où le Saint-Quentin Basketball n'a pas su montrer son meilleur visage pour l'emporter. On parle Betclic. Greg, avec seulement 8 joueurs pro côté Limougeot, on pensait que la tâche aurait pu s'annoncer moins difficile. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'aurait voulu. Oui, ça faisait partie des matchs peut-être à prendre, surtout en début de saison. C'est ce qu'on disait mardi dernier. Ouais, ça peut rester un match à prendre en début de saison, surtout avec pas mal d'absence de leur côté. Mais bon, après, c'est la loi, hein, c'est comme ça. On sait qu'aller gagner à Beaublanc, personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Et donc, ça va être compliqué d'aller gagner là-bas de toute façon. Donc, ça reste une belle équipe, Limoges, même diminué. Maintenant, Saint-Quentin n'a pas mis non plus tous les ingrédients dans la marmite pour le faire. Je pense qu'il faut aller fouiller les archives pour voir une victoire du SQBB à Beaublanc. Je ne sais même pas si ça s'est produit depuis la création du Saint-Quentin Basketball. Tu as une idée, toi? Non, de mémoire, non. Mais après, oui, de toute façon, on sait que c'est un palais des sports très particulier à jouer. Il y a beaucoup de monde, c'est passionné. Passionnant. Et passionnant. Même s'il y avait des supporters de Saint-Quentin qui avaient fait le déplacement, il y avait quand même beaucoup de monde et la balance vraiment va vers Limoges quand c'est comme ça. Donc, et puis effectivement, ils avaient déjà 2 victoires à domicile. 2 victoires à l'extérieur. À domicile, on sait qu'ils vont vouloir aussi aller chercher un maximum de matchs aussi pour se mettre à l'abri le plus vite possible pour le CSP Limoges. Donc, c'était de toute façon un match compliqué. En plus, Limoges qui enchaîne dès ce soir avec une journée avancée, la 11e de Betclic avec la réception du Portel, avant de recevoir Monaco. Je pense que cette victoire, ils devaient la prendre, malheureusement pour nous. Oui, voilà, avant de prendre Monaco à domicile, oui, effectivement, il faut prendre Saint-Quentin sur leur schéma, prendre Saint-Quentin et le Portel. C'était obligatoire pour eux. Donc, voilà, Limoges, on sait que c'est toujours compliqué pour eux parce que le budget est vraiment un peu tendancieux, on ne sait jamais vraiment où ils vont exactement. Donc ils veulent se maintenir aussi et puis peut-être aller chercher une place de play-in. Donc ils ont un effectif sur le papier capable de le faire. Maintenant, il faut prendre des matchs comme Saint-Quentin, le Portel, enfin des petits, entre guillemets, les plus petites équipes avant de scoltiner les gros. Avant d'analyser plus en détail ce match, on vous propose de regarder un résumé de cette 5e journée entre le CSP Limoges et le Saint-Quentin Basketball. C'est l'ouverture de la 5e journée à Beaublanc. Limoges qui reçoit Saint-Quentin avec pour objectif de renouer avec la victoire. Vendredi soir, le Saint-Quentin Basketball se déplaçait du côté du CSP Limoges, véritable équipe phare du basket français. C'est bien fait, c'est un petit peu trop facile. Les Saint-Quentinois voulaient confirmer leur premier succès, mais la tâche va s'annoncer bien compliquée. Corner, le shoot grand ouvert et... Face à des locaux qui bougent bien le ballon, le SQBB peine à être bien installé défensivement. Les Limogeaux vont en profiter, poussés par leur public de Beaublanc, 25-20 après 10 minutes. Mismatch, passe laser et derrière il vient tout arracher. Ça joue. Les Axonais vont tenter de se révolter en recollant à une unité, mais leur maladresse du soir va coûter cher. À la pause, le CSP mène les débats, 45-37. Au retour des vestiaires, tout va basculer pour le SQBB, incapable de mettre le moindre point en quasi 7 minutes, et les locaux ne vont pas s'en priver pour accélérer. Ivanovic qui a pris la position. Ça joue bien, ça ressort, ça vient fixer, ça retrouve les extérieurs. 67-45, c'est le score après 3 quarts temps. Et Arman Franklin qui n'avait pas marqué.
Bonne défense de la part des Limougeaux. On est obligé de s'exposer. Malgré avoir remporté le dernier quart-temps, le mal était fait pour le SQBB qui a eu du mal à exister. Lourde défaite, 80-62. Seul comme un grand petit lay-up main gauche, bien réalisé, bonne attaque du cercle. Il faudra réagir dès vendredi soir avec la réception de Nanterre 92, un match forcément très particulier. On va quand même faire un shoot avec Nicolas Lang. 80-62, moins 18 à l'arrivée. Mais Greg, tu vas être d'accord avec moi, le tournant du match, c'est au retour des vestiaires, quand le CSP, qui avait déjà une petite avance avant la pause 45-37, ils ont passé un 22-8 à Saint-Quentin, un SQBB sonné et j'ai envie de dire malheureusement incapable de se relever. Incapable de se relever, oui, quasiment aucun panier pendant 5, 6, 7 minutes. 7 minutes. Donc voilà, mauvaise alternance de jeu, on va dire. C'est toujours un petit peu axé sur les mêmes joueurs. Et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à trouver, à varier un petit peu le jeu pour que tout le monde puisse prendre des responsabilités. C'est un petit peu le problème de Saint-Quentin finalement cette saison. Ça a réussi à passer à domicile contre Gravelines. Mais après, voilà, quand on dépend trop de certains joueurs, c'est pas non plus très très bon pour le collectif. Et on voit, on a vu Onyangé à côté, Loïc qui a été à côté également, les ailiers sont à côté, Liam Morelli à côté. C'est compliqué quand tu as trois de tes shooters comme ça qui n'arrivent pas à trouver la mire en fait. Et faut se poser aussi des questions. Est-ce que c'est le collectif qui les amène pas dans les bonnes situations ou est-ce que tout ça. Bon, après tu regardes Liam Morelli, quand tu vois un peu sa gestuelle de tir, tu vois bien qu'il n'arrive pas à lâcher son bras complètement, qu'il est un peu en retenue. Il a du mal à armer. Ouais, il arrive à armer, mais il retient son bras et on le voit souvent sur la finition. Il a retenu son bras, donc il a peut-être pas encore totalement confiance en lui. C'est peut-être psychologique. Ouais, psychologique. Après, il y a un peu un système de pression, en fait. Il y a une forme de pression qui commence à s'installer. Les stats, elles commencent à arriver vraiment à se stabiliser, parce qu'on est quand même sur le premier tiers. Une visibilité quand même. Voilà, on a quand même déjà une visibilité sur ce qui se passe au niveau des stats. Et puis, donc on voit quand même qu'il y a des joueurs qui sont derrière, et donc critiqués aussi sur les réseaux, critiqués par les supporters. Donc, c'est à eux de se relâcher. Donc, à domicile, ça peut être parfait pour se relâcher, vraiment avoir ce déclic à domicile. Donc on attend vraiment ce match de Nanterre, voir un peu la réaction d'orgueil collectif, parce que là c'est vraiment du collectif. Même si c'est pas une excuse, et c'est Anthony Autou qui le relatait dans les colonnes de l'Aide Nouvelle, le SQBB n'a pas forcément voyagé dans les meilleures conditions. Je sais pas si tu es au courant, Greg, ils ont dû malheureusement quitter leur bus tout confort pour un autocar scolaire. C'est une excuse, peut-être pas forcément, mais des circonstances un peu atténuantes, parce que quand tu voyages pas dans des conditions optimales, c'est toujours compliqué. On connaît les gabarits de nos basketteurs, va les plier et toi tu es bien placé pour le savoir, dans un bus scolaire. Oui, ça fait partie des paramètres à prendre en compte, effectivement. Après, est-ce que c'est ça qui fait que l'état d'esprit collectif du SQBB déraille ? Parce qu'il a déraillé quand même en deuxième, troisième quart-temps, ça a déraillé. On voyait vraiment des joueurs qui s'isolaient, voilà, qui n'étaient pas vraiment ensemble, qui n'arrivaient pas à se rejoindre pour essayer de resituer un peu les choses. Il n'y a pas ce team spirit comme on l'appelle. Ouais, il y avait pas ça manquait. Pas au début de match bien sûr, parce qu'au début de match, voilà, on s'installe dans le match, dans la compétition. Mais après, ça se détériore un petit peu au fur et à mesure du match. Et effectivement, moi, c'est ça qui m'a plus embêté en voyant ce match à la télé, c'est de voir des joueurs s'isoler. Et puis pas se regrouper pour essayer de se remotiver, de reparler un petit peu, de casser un petit peu le truc et puis se remotiver un petit peu. C'est ce qui m'a manqué le plus sur ce match. Malheureusement, nous n'avons pas pu récupérer l'intégralité des conférences de presse, mais on vous propose un très court extrait des réactions d'une part de Philippe Da Silva, l'entraîneur saint-quentinois, mais également de Loïc Schwartz. On les écoute très brièvement. On a voulu mettre de l'intensité. On a vu avec Neftali dès le début, il était cramé après 2-3 minutes parce qu'il s'est donné. Et après, après on n'a pas super bien joué en équipe, je pense. On a manqué de fluidité offensive, donc on est rentré trop dans le jeu direct, trop de dribbles. On a subi forcément la pression de Limoges. Bon, c'est très rapide, malheureusement, mais on a relevé deux phrases, une de Loïc. On a manqué d'intensité, et de la part de Philippe, on a manqué de fluidité offensive. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça, il y a l'équilibre du jeu. Alors,
On a Nick Johnson et l'intérieur Ekiyor qui arrivent de mieux en mieux à se trouver. On a Jordan Caroline qui a quand même fait un match. C'est le meilleur Saint-Quentinois. Voilà, qui a fait un match correct. Donc on a sur 3 postes différents des bonnes performances. Après, c'est l'équilibre des autres en fait. Et là, on a franchement manqué de shooter, clairement, mis à part Caroline qui en a mis un petit peu. Les autres ont été vraiment pas bons dans l'exercice à 3 points. Alors que depuis le début de saison, on est quand même plutôt correct. On est au milieu de classement à peu près nos statistiques par rapport au tir à 3 points. Donc c'est un faux pas, on va dire. Qu'est-ce qui a pu expliquer ça ? Le faux rythme, comme disait Loïc à la télé, quand tu as faux rythme, en règle générale, l'adresse, elle tombe également. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Oui, c'est ça. Il faut du rythme, il faut l'engagement tout de suite, et puis pas se démoraliser, entre guillemets, et puis pas se dessouder à la première, au premier clash, entre guillemets. Donc, je pense que c'est ce qui a manqué vraiment à Saint-Quentin, c'est l'esprit collectif qu'on avait pu retrouver contre Gravelines, qu'on avait retrouvé en Coupe de France contre Nancy, sur les 2 victoires, contre l'Asvel également. C'est ce qui a manqué, je pense. Alors, est-ce que c'est une histoire de bus ? Je pense pas quand même, faut pas exagérer. Il y a peut-être plus que de bus, il y a peut-être plus d'autres raisons peut-être à côté, mais en tout cas, voilà, ça a dessoudé un peu cette équipe et c'est ce qui fait perdre de toute façon. Mais pourtant, dans les 20 premières minutes, et bien aidé, comme tu l'as dit justement par Jordan Caroline, à ce moment-là, il n'y a pas péril dans la demeure. Saint-Quentin n'est pas si loin que ça au score, et c'est après que ça va basculer. Oui, 8 points à la mi-temps, je crois. Ça. Donc, à 45-37. Ouais, donc pas cata, mais bon, pas non plus bien engagé, mais pas la catastrophe non plus. On a remonté des scénarios bien plus compliqués que ça. C'est ça. Après, il y a toujours une réaction dans le 4e quart-temps quand le match est à 20 points. Mais après, oui, c'est le 3e quart-temps, le retour de vestiaire, clairement, beaucoup de pertes de balles, des hésitations, voilà. Un jeu qui ne se trouve pas quelque part et pas d'alternance, en fait, pas d'alternance de jeu. Pour ma part, j'ai trouvé. Après, c'est vrai qu'ils ont un bestiau Ware à l'intérieur qui a fait mal aussi. Tu m'étonnes. Et donc, faut regarder tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit quand même Saint-Quentin avec des joueurs qui sont en manque de confiance, clairement. Qu'il va falloir réintégrer rapidement dans le système collectif et qui, à un moment donné, il va falloir qu'il soit bon, soit moyen, mais pas complètement à côté de la plaque, quoi. Greg, si on s'arrête un petit peu sur la ligne de stats de Jordan Caroline, justement, on va la voir dans quelques instants à côté de toi. C'est le meilleur Saint-Quentinois, je l'ai dit. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas ménagé ses efforts, notamment en termes de rebond. Hein. Alors là, il a pris que 4 rebonds, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Enfin, si tout le monde était à 4 rebonds, ça serait parfait en fait. C'est ça le truc avec Saint-Quentin. Mais il est quand même à 5,4 rebonds par match, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est le meilleur rebondeur de cette équipe. Après, statistiquement, quand tu prends les moyennes, et effectivement, on attend tout le monde vers les 3-4 rebonds par match pour pouvoir s'en sortir. Saint-Quentin, c'est une équipe qui fait partie des plus mauvaises équipes au rebond. Et souvent, le rebond, c'est ce qui fait quand même gagner les matchs et voir les championnats. Donc, et là, on va avoir un gros bestiau avec Nanterre qui arrive quasiment meilleur rebondeur de la division. 4 ou 5e meilleur rebondeur. Donc ça va vraiment être la stat à regarder sur le match de Nanterre. Maintenant, effectivement, il fait un match plutôt correct avec des pourcentages assez hauts, alors que l'équipe était vraiment mauvaise en termes de pourcentage au tir. Donc oui, il s'impose, on sait que c'est un tank, on sait que c'est un joueur qui est capable de percuter, mais aussi il a montré aussi que c'est un joueur qui est capable de shooter à l'extérieur. Exactement. Donc quand il va vraiment balancer les deux comme il peut le faire là et très régulièrement, c'est un joueur qui va vraiment avoir un gros impact sur le championnat. Côté CSP, au-delà du binôme Arman Franklin et Justin Lewis qui ont fait le taf pour porter leur coéquipier vers la victoire, les Limoges ont encore pu s'appuyer, tu devines de qui je vais parler, de Nicolas Lang, et on va découvrir ses stats parce qu'il a attendu avant de démarrer, mais c'est la force tranquille. Nicolas Lang, il a un spot de tir, il enclenche, c'est dedans. Hein. Ouais, bon, on voit le chiffre qui est le plus impressionnant, bien sûr, c'est les 78% de réussite à 3 points. C'est énorme. C'est le meilleur de la division actuellement. C'est le meilleur de la division, c'est presque le meilleur historiquement de la LNB. Et puis voilà, en gros, c'est un lancer franc pour lui, un tir à 3 points. Donc il est, comme disait Loïc sur une interview, il est recherché aussi
par ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'ils savent quand il va arriver sur la ligne à 3 points, on le voit à un moment donné sur une transition, hop, il y a son coéquipier qui lui lâche la gonfle parce qu'il le voit arriver tout seul et il a posé ses appuis. À partir du moment où il a posé ses appuis, c'est fini, quoi. Et est-ce que Saint-Quentin n'a pas trop fait une fixette, entre guillemets, sur Nicolas Lang au détriment d'autres joueurs? Bah, peut-être. Après, un joueur qui t'allume 8 fois sur 10 à 3 points, tu as plutôt intérêt à faire une fixette quand même sur lui, un petit peu quand même, parce que sinon ça peut aller très loin. Donc là, ça n'a pas empêché à ce qu'il soit bon. Il a quand même été bon aussi beaucoup dans le 4e quart-temps, hein, Nicolas Lang sur ce match. Mais effectivement, tu es obligé de sinon, il peut t'en mettre 10 dans le match, et ça va choquer personne. En plus, il est sur des gros volumes de tirs. C'est pas 77% avec un tir par match. On est quand même sur des 5-6 tirs par match quand même à 3 points. Donc c'est un gros joueur, de toute façon on le sait, un joueur d'expérience qui sait se placer, qui est bien cherché par ses coéquipiers. Donc voilà, ça fait mouche. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le 3e carton qui a été fatal au SQBB. Et les chiffres, ils ne mentent pas, Greg. 0 sur 8 à longue distance, 2 sur 7 à 2 points, un total de 2 sur 15 au tir. Dans le basket, si tu marques pas, au bout d'un moment, la victoire, elle va être compliquée à gagner. À acquérir. Le basket, ça reste un sport d'adresse, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir des contacts, il peut y avoir du 1 contre 1, il peut y avoir tout ce que tu veux de la défense, mais ça reste voilà, il faut quand même mettre le rond dans le cercle. Donc, le ballon dans le cercle. Le ballon dans le cercle. Donc, si ça reste la base du jeu. Donc, à 20% à 3 points, ou 15, je ne sais même pas, peut-être 2 sur 15 dans le 3e. 2 sur 15 dans le 3e. À part si tu as une très très grosse défense qui te permet de rester en vie, mais sinon tu vis pas, c'est pas possible. Malheureusement, une défaite, on le disait tout à l'heure, 80-62. Si on devait résumer ça, et c'est pas non plus pour vouloir remuer le couteau dans la plaie, ce qu'il a manqué au SQBB, c'est simple, c'est le collectif et l'esprit d'équipe. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on l'a déjà vu précédemment, on a évoqué les matchs en question, donc ils en sont capables. C'est ça qui est rassurant. Si on n'avait jamais vu ça auparavant, on pourrait s'inquiéter. Là, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait encore de grosses sources d'inquiétude sur ces deux éléments, le collectif et l'esprit d'équipe. Ouais, il n'y a pas le feu à la maison pour l'instant. Ça reste un début de championnat. Il y a Le Portel qui est encore derrière, il y a Gravelines qui est encore derrière. C'est les 3 équipes de Hauts-de-France qui ferment la marche. Qui galèrent un petit peu en ce début de saison. Les autres ne sont pas très loin non plus au-dessus, donc il n'y a pas le feu à la maison pour l'instant. Et effectivement, ce n'est pas comme s'ils n'avaient rien montré jusqu'à présent. Ils ont quand même montré des choses intéressantes, notamment quand il y avait de l'alternance et notamment à domicile. Donc là, on attend vraiment ce match de Nanterre de pied ferme pour voir un petit peu de quoi ils vont être capables en réaction par rapport à ça. Après, oui, il y a quand même des choses assez inquiétantes. Voilà, Clifton Moore, c'est quand même assez inquiétant dans la production. Liam O'Reilly, il est également assez inquiétant. Point d'interrogation sur ces deux pour le moment. Ouais, donc on attend une réaction aussi d'orgueil de leur part et on attend aussi que les coéquipiers essayent de les mettre en valeur également. Tu vois, c'est important. Greg, avant de parler du prochain adversaire du SQBB, on le connaît, c'est Nanterre 92. On va passer au peigne fin quelques actions et je te laisse nous analyser la toute première action qu'on a décidé de mettre en avant ce soir. Donc on a Liam O'Reilly qui est sur le poste de meneur. Pareil, on ne va pas redébattre là-dessus, mais c'est pas son rôle premier. Normalement, c'est un arrière-shooter. Donc là, il est obligé, avec la blessure de Lucas Boucaud, de mener. Donc là, on le voit sur un pic avec Ekior, je crois. Donc voilà, il va chercher une bonne passe sur Onyangué. Ouais, c'est ça. Parce que je suis assez loin de l'action. Je pensais que tu étais non, ne cherchez pas. Donc voilà, avec la polyvalence de Ekior qui va réussir à ressortir un petit peu de la raquette. Voilà, c'est plus du poste 4. Et puis une belle vision de jeu. Donc, c'était Jordan Caroline dans le coin, pardon. Et donc il va aller rechercher là en backdoor Jordan Caroline pour 2 points. C'était Jordan Caroline qui marque ? Il me semble bien parce qu'il avait un brassard sur le bras, c'est comme ça que je l'ai repéré. Et on voit la polyvalence de Ekior qui est capable, souvent quand il est au poste, il est capable peut-être de marquer quand il prend les tirs, c'est vrai, et puis de trouver les bonnes passes. Tu l'évoquais brièvement tout à l'heure, mais Eddie Ekior, c'est une source de satisfaction parce qu'on le voit quand même monter en puissance et Phil Silva peut compter de plus en plus sur lui quand même. Parce qu'il arrive à trouver une combinaison, il a une bonne entente avec Nick Johnson, donc il faut aussi que
Clifton Moore trouve là, parce qu'en fait c'est des profils un peu similaires finalement. Il faut Clifton qu'il Moore, arrive à s'imbriquer dans cette relation. voilà, En fait. il est capable, Moore, de shooter au niveau du poste, pas très loin, mais au niveau du poste. On le voit souvent. Alors, pareil, essayer de se rassurer sur des tirs à 3 points, mais non, en fait, faut se rassurer près du cercle, quelque part, sur des tirs faciles, pas très très loin. Pareil pour Liam O'Reilly, voilà, on sait que c'est un shooter à 3 points. Pour l'instant, il ne met pas dedans. Il va falloir qu'il se rapproche un petit peu pour trouver des solutions. D'ailleurs, on va avoir une solution pour lui après. Eh ben, écoute, si tu as fait la transition, je ne sais pas si c'est celle-ci dont tu parles, Ouais. mais la deuxième, après un rebond, contre-attaque saint-quentinoise. Ouais, donc là, on voit, on peut avancer. Donc là, le tir à 3 points en première intention, avec un rebond. Alors, toujours se positionner à l'opposé du tir. Je crois que c'est Loïc qui prend ce rebond. Oui, là, c'est Loïc. Bonne réponse, Ce rebond, Greg. Ouais, Def, donc voilà, qui va remonter le ballon rapidement. Et puis, on peut avancer. Voilà, avec... C'est Jovan. Ouais, Jovan. Ouais, donc c'est vraiment cette action-là que je voulais mettre en avant par rapport à Liam O'Reilly. Donc là, il a la solution de pouvoir jouer à l'intérieur avec Jordan Caroline qui va poster, mais il va rechercher son joueur. Voilà, donc là, le tir, il est ouvert à 3 points. Mais quand tu doutes, en fait... L'adresse, elle n'est pas là. Hein. Voilà, elle n'est pas là. Donc là, il a pris la bonne décision. Il a été chercher un très très bon tir. Donc il a attiré le défenseur, Loïc. Voilà, et il va se retrouver sur la ligne des lancers. Tranquille. Et c'est exactement ce que tu dis il y a quelques instants. C'est un très très bon tir. C'est un très très bon tir d'ailier. Voilà, plutôt que de forcer à 3 points où tu galères, parce que l'équipe en plus elle galère. Donc quand l'équipe elle galère, toi aussi tu vas galérer individuellement. Hein. Donc il faut aller trouver ces petits tirs un petit peu à mi-distance, comme on disait avant. La troisième, c'est à nouveau une contre-attaque, mais cette fois-ci, c'est Neftali Difwidi à la conclusion. Greg, vas-y, je t'en prie. Ouais, donc du classique en fait avec un pic et puis une bonne défense de Saint-Quentin, donc on peut avancer. Voilà, le ballon qui renverse, un tir à 3 points. Le ballon, alors là on voit quand même, voilà, on parlait de problèmes de rebond, mais on voit quand même 4. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tout le monde est concerné par cette action de rebond. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc là sur cette action-là, c'est bien vu parce que les 4 sont au rebond. On en a un qui est parti presque déjà. Mais ça peut prouver, on peut avancer. Donc ça peut prouver aussi que même si on peut avancer, et puis là, là c'est du classique Nef, hein, c'est là-dedans qu'on l'attend, donc on peut avancer. En percussion. En percussion. Il va aller chercher côté gauche avec un simili d'écran d'Ekior là, donc on peut avancer, et puis il va trouver le lay-up sans se poser de questions. Donc déjà, Nef, voilà, il ne faut pas qu'il se pose de questions, voilà, ça c'est déjà une chose. Et puis ça prouve aussi que tu peux être à 4 au rebond et puis arriver quasiment tout seul en contre-attaque devant. Donc il y a possibilité. Parce les cannes. Voilà, il suffit d'avoir les cannes et puis il faut que tout le monde, que le bloc arrive vers le cercle. Mais ça montre que, voilà, que être présent au rebond ne casse pas non plus le jeu rapide. Exactement. La dernière, c'est sur une touche sur le côté, un ballon qui circule bien, on va le voir. Et d'ailleurs qu'on a un peu trop pas vu, entre guillemets, vendredi soir, et avec une conclusion en ligne de fond. Greg, c'est à toi. Ouais, donc là on peut avancer, donc je crois que c'est Nick Johnson qui est sur la remise, qui récupère, donc là il va avoir un pic toujours de Ekior, je crois, donc on peut avancer. Oui. Je crois qu'il va partir à l'opposé, voilà. Donc il a amené son défenseur dans le pic et il va repartir côté gauche, voilà, toujours cette bonne situation. Donc là Ekior avait potentiellement un tir à mi-distance, mais voilà, il essaye quand même de se rapprocher du cercle et on voit une belle coupe derrière de Nef. Voilà, donc 2 points pour lui. Donc avec une belle passe aussi, une belle vision de jeu. Exactement. Merci Greg pour ces analyses et merci également à Esteban Lachèvre, notre monteur qui, toutes les semaines, vous propose ces analyses tout à fait décortiquées qu'on a plaisir à partager avec vous. Avant d'aborder le match de ce week-end tant attendu ici à Saint-Quentin, on va découvrir les résultats complets de cette 5e journée avec toi Greg. Et on découvre un Gravelines avec Chris Babb capable d'en mettre une trentaine à Nancy par exemple. Ouais, Nancy qui est vraiment particulier, hein. On l'a vu en Coupe de France, on les a vraiment trouvés très très inquiétants. Après ils se sont resitués un peu dans le milieu du classement et là ils ont pris une belle à Gravelines dans un match un petit peu, le match de la peur un petit peu, parce que c'est des matchs importants pour le fin de saison.
Donc on voit une belle performance de Dijon à domicile contre Strasbourg. Strasbourg qui est une belle équipe cette année. Exactement. Et surtout à domicile qui va être dur à prendre. Et puis PC de Paris à Chalon, sur le parquet de l'élan Chalon, 107-67. c'est ça. Et Cholet, qui est-ce qu'a fait Cholet? Et Cholet a gagné sur le terrain de Bourg-en-Bresse. Alors c'est mes yeux qui vont pas là. 85. Je n'osais pas le dire. Je ne me serais pas permis, Greg. Avec un très beau match de Nathan de Souza. D'ailleurs, qu'on félicite, puisque le Gaziacois de naissance sera ce qu'on appelle sparring partner lors de la prochaine fenêtre avec l'équipe de France. C'est une belle reconnaissance pour lui, qui lui est en train d'exploser cette année. Ouais, c'est ça. Parenthèse. Oui, on peut faire une petite parenthèse. Parce qu'on a aussi 2 autres Saint-Quentinois, enfin Saint-Quentinois entre guillemets. Nathan, c'est vraiment un Saint-Quentinois de base, né à Saint-Quentin. On a des Saint-Quentinois d'adoption. D'adoption, voilà. Godou et puis Baptiste Ossuovo, qu'on verra vendredi. Mais oui, Nathan qui a vraiment un meneur typique français et qui dans la gestion, qui est dans la défense, très très dur en défense. Et oui, donc c'est vraiment une belle récompense pour lui. Après, est-ce qu'il pourra passer l'étape suivante de faire des matchs soit de qualif ou vraiment des matchs dans le mondial ou les JO? Bon, ça c'est une autre histoire, mais Dans en les tout années cas, à venir, peut-être. dans les années à venir, ouais, c'est dans les années. En plus, il a progressé sur son tir à 3 points. Après, il faut dire qu'il y a sur ce poste-là, en équipe de France, il y a de la Ouais, concurrence. c'est lourd. Il y a Nadir Rifi, il y a Mathieu Strazel. Il y a beaucoup de monde. Après, Nadir Rifi, c'est pas un meneur. Non, c'est pas un meneur. Strazel, oui, d'accord. Okobo, pour moi, c'est plus un arrière. Nathan, c'est vraiment un meneur impur, en fait. Et donc, pourquoi pas? Après, On va suivre ça. on sait que c'est un qui bataille, on sait qu'il n'a pas froid aux yeux, et donc pourquoi pas? On espère. Allez, on ferme la parenthèse équipe de France. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler dans les semaines à venir. Greg, pour être tout à fait complet sur cette journée, on va découvrir le classement. Et je le disais, nos 3 équipes des Hauts-de-France sont dans les 3 dernières places, Saint-Quentin et 14e. Oui, mais ça va. Le classement ne veut pas encore dire grand-chose sur la journée. Non. On a quoi 16 équipes, je crois. 16 équipes. 16 équipes, Ouais, absolument. parce que là, pour moi, c'est très petit, là. Donc 16 équipes. Donc on a 30 matchs. La semaine prochaine, je te l'imprimerai. On a 30 matchs au total. Donc là, on est sur un sixième de la saison. Donc ça s'installe quand même. On voit quand même qu'il y a deux championnats qui commencent à s'installer. Saint-Quentin, il faut regarder ce qui se passe entre 11 et 16, clairement. Il y a 2 championnats, en fait. Il y a le haut de tableau et le bas, entre guillemets, le bas de tableau. Puis, de toute façon, on le sait, on les connaît, les équipes qui vont être dans les 8 premiers, qui vont pouvoir faire les playoffs, on les connaît déjà. Donc il faut batailler et puis prendre du plaisir à domicile, faire quelques coups à l'extérieur, et puis Saint-Quentin aura fait une belle saison. Mais il faut pas se rater. Voilà, faut pas se tromper dans les objectifs, je pense. Je ne suis pas à la tête de Saint-Quentin, mais je pense que moi je le prendrais plus comme ça. Et il faut mettre vraiment la priorité sur certains matchs, et notamment tous les matchs à domicile. Et en tout cas, on va fermer la page sur cette 5e journée pour ouvrir celle qui nous attend ce week-end. Et vendredi soir, Greg, un match particulier forcément pour le SQBB avec le retour à Pirates de Julien Mahé avec Nanterre 92. Ça va être une belle soirée, Greg, dans tous les cas. Il y aura le côté compétition, mais il y aura aussi à côté. Ouais, il y a le côté retrouvailles sympa avec Mathis également. Mathis Ossuovo, j'allais venir après. Et donc oui, ça va être sympa de revoir Julien de l'autre côté. C'est vrai que c'est étrange de voir Julien sur le banc adverse. C'est ça. Après, pareil, il faut pas. Nanterre, ça reste. Bon, ils font un gros début de championnat quand même, même s'ils ont perdu quelques matchs un petit peu à l'arraché, un petit peu. Mais celui de ce week-end face à Lasvel, ouais, c'est 73-76. Mais ils font quand même un gros début de championnat. Ils se déplacent très bien. On voit que les schémas sont déjà bien installés, on va dire, dans cette équipe, avec déjà des hiérarchies entre guillemets dans l'équipe. Et puis il y a la patte de Julien Mahé aussi, il faut en parler. Donc ça c'est un fait. Derrière ça, c'est un match à domicile, il faut prendre. Parce que tu perds à Limoges, derrière tu vas à Monaco, faut prendre ces matchs-là. Faut que ça soit amical, mais pas trop quand même. Tu vois, il y a les à côté du match et il y a la compète où on va pas faire de cadeaux. À partir du moment où le ballon il est parti sur l'entre-deux, c'est terminé, il n'y a plus de copains, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi que les supporters saint-quentinois aient ça en tête, quoi. C'est qu'il faut célébrer, bien sûr, respect, tout ça, c'est normal. Julien Mahé, il ne faut pas se le cacher, c'est probablement le meilleur coach qu'on ait eu à Saint-Quentin.
Mais voilà, derrière ça, il y a une compétition et il y a un match à jouer, il y a un match à gagner parce que c'est un match important à domicile. Exactement, et Julien a su composer un effectif qui mélange jeunesse et expérience. Je parle de jeunesse avec Hugo Imga Moukouri, 17 ans, qui est en train de faire parler de lui. Côté expérience, je parle de Paul Lacombe, pour ne citer que, mais voilà, on voit des Donta Scott, des Mathis Dossouvo, Jérémy Sanglin. C'est un effectif qui est quand même bien étoffé. Bien étoffé, bien complet. Bon, après, c'est pas. Après, voilà, t'as Donadieu derrière aussi. Enfin, voilà, c'est une grosse structure. C'est un très gros historique aussi. Plusieurs titres de champion de France, champion d'Europe aussi à un moment donné sur une compétition. Donc voilà, c'est pas. L'époque de Stephen Brun. Ouais, c'est pas une petite, c'est un gros historique de compétition et de victoire. Donc effectivement, Nanterre, on va les retrouver là-haut en fait, hein, Nanterre, dans le milieu du classement, voire vers le haut en fin de saison. Donc mais ça reste un match à domicile. Et puis, enfin, il y a une question de, ça va être un match de respect en fait. Voilà. C'est ça. Donc, faut donner du respect à Julien Mahé et Mathis Dossouvo sur ce qu'ils ont fait, mais il faut aussi rebasculer parce que les joueurs de Saint-Quentin risquent de ne pas comprendre ce qui se passe. Maintenant, on est focus sur les saisons 25-26, voilà, 24-25 dans le rétro. S'il y a trop d'applaudissements ou trop, il faut de l'applaudissement. Enfin, tu vois, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, il faut une juste mesure. Un juste milieu. Un juste milieu. Les écharpes, Julien Mahé, je pense qu'il faut les laisser au placard. Hein, je pense. Donc c'est mon opinion en moi personnelle, même si on a adoré son passage. Mais voilà, il faut montrer du respect, mais ça reste l'adversaire. On ne va pas rentrer dans le détail. Et je le salue, Julien, parce que je l'adore. Et bien justement, Julien, il sera avec nous dans quelques instants après la pub. On ne va pas trop spoiler cette entrevue. Selon toi, la clé du match pour l'emporter vendredi soir, c'est quoi? Est-ce que c'est la défense, retrouver un esprit d'équipe, de la combativité, du collectif? C'est quoi? C'est ça, c'est l'esprit collectif, le partage du ballon, la défense, la solidarité au rebond, parce que Nanterre, c'est une grosse équipe au rebond. Et Saint-Quentin, pour l'instant, peine un petit peu dans ce secteur-là. On savait de toute façon qu'ils allaient un peu peiner, mais là, il faut vraiment se montrer solidaire au rebond. Et oui, ça va être ça. Et puis sortir peut-être ce match un peu particulier dans l'esprit, et puis vraiment rentrer dans la compétition. C'est un match particulier pour Philippe Da Silva Aussi. Parce que voilà, on n'en a pas parlé, bien sûr. Retrouve le SQBB, mais Philippe Da Silva va retrouver Nanterre 92. Certes, pas Maurice Thorez, mais c'est un match particulier pour les deux. Bien sûr, c'est un match particulier pour les deux, c'est vrai. On ne souligne pas ça assez, et c'est vrai que tu as raison de le dire. Voilà, Greg, on est presque à la fin de cette première partie. Je voulais quand même qu'on parle un petit peu. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les images du match espoir entre le CSP Limoges et le Saint-Quentin Basketball, le SQBB JSC devrais-je dire, pardon, où le SQBB JSC s'est imposé de fort belle manière dans un scénario un peu foufou à la fin. Tu vas nous en parler. Alors de mémoire, parce que j'ai pas analysé le match. Mais oui, effectivement, ils ont. On rappelle, ils étaient menés de 7 points à une trentaine de secondes de la fin. Ouais, ils ont rien lâché. Ils ont été solidaires. Ils ont mis des gros tirs à 3 points. Un scénario un peu, ils sont à -4 à, je crois que c'est 30 secondes de la fin. Ils arrivent à trouver un tir à 3 points plus la faute. Et le joueur arrive à mettre son lancer franc malgré la pression. Pour arracher la prolongation. Donc un scénario un peu Hitchcockiesque. Si tu veux, ouais, pourquoi donc pas. C'était Hitchcock. Voilà, Hitchcock, ouais. Donc c'était vraiment un beau match, ils se sont bien arrachés et puis ils ont ramené la victoire, donc bravo aux joueurs. Deuxième succès en 5 journées d'espoir élite. Comme quoi, le travail de Virgile Lopez qu'on avait reçu l'année dernière et cette année en début de saison sur notre plateau, le travail paye, la philosophie de travail paye également. Ouais, ça paye. Ils sont bien battus pour pas lâcher, parce que des fois on peut lâcher. Ils ont montré aussi des matchs où ils avaient lâché totalement quand on voit que la difficulté est trop grande. Là, ils se sont accrochés. Ils ont été portés par un joueur, j'ai plus le nom, je suis désolé. Oui, mais j'ai pas de nom et je n'oserais pas le citer pour pas l'écorcher. Et donc mais c'était très bien. Et puis ça permet aussi de voir un peu plus les choses un peu plus sereinement sur les semaines à venir.
Merci Greg de ta présence. On arrive déjà à la fin de cette première partie. Restez bien avec nous après la pub. Je vous l'ai dit et je le répète, vous allez retrouver l'interview de Julien Mahé qu'il a bien voulu nous accorder. Un entretien, je le précise, qui a été enregistré hier matin en visio. Vous vous en doutez pourquoi ça aurait été compliqué pour Julien de venir. Je vous donne 2 rendez-vous avant de marquer une courte pause. Mardi prochain, le 4 novembre, il n'y aura pas de 100% basket. Greg, tu es en vacances une petite semaine. À la place, vous allez retrouver Christian et Francis au commentaire de la rencontre du premier tour de Coupe de France de volley entre l'ESQV et Narbonne, pensionnaire de la Marmara Spike League, autant dire la Ligue A comme on l'appelait avant, et actuel 3e de cette division. C'est un match de gala à suivre forcément depuis le Palais Sport ou alors sur notre antenne à partir de 19h45. Mardi 11 novembre, pas non plus de 100% basket, mais pour autant Greg, tu ne seras pas en vacances parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer et je peux vous dire que Bertrand a œuvré grandement pour que l'on puisse vous offrir la retransmission du 3e tour de Coupe de France de basket entre Mulhouse, grosse équipe qui évolue en National 1 et qui a fait tomber Denain lors du tour précédent, et on aura l'occasion bien évidemment de vous redonner toutes les infos pratiques. Greg, merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bah non, t'es pas là la semaine prochaine. Ah oui, mais je vais déjà au match et puis on va même pas pouvoir débriefer le match de Nanterre. Non, mais on en parlera sur notre antenne lundi dans le JT Sport. Restez bien avec nous, je vous l'ai dit. On tourne une page de pub et on se retrouve avec Julien Mahé dans 100% basket. À tout de suite. Et on se retrouve dans cette 2e partie de 100% basket. Et je vous l'avais dit avant la pub, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Julien Mahé, le coach de Nanterre 92, même si nous on a l'habitude de l'appeler l'ex-coach du SQB. Salut Julien, comment tu vas ? Salut Baptiste, tout va très bien. Bonsoir à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Après 5 journées, Nanterre a un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Comment ça se passe pour toi ce début de saison ? Pas mal. On a effectivement gagné 3 matchs sur 5, donc c'est très correct. On a fait preuve d'inconstance, comme à peu près tout le monde dans ce début de saison. On a très très bien débuté avec notamment une victoire à Châlons, où on a produit vraiment un très bon basket. Et puis ensuite, on a enchaîné par 2 victoires à domicile. Et là, on a eu un coup de moins bien. Là. Sur le match à Strasbourg, on a été dominé. Et ça fait partie de l'apprentissage. Et puis là, on sort d'une défaite à domicile contre Nanterre, contre Villeurbanne, qui est regrettable parce que on était vraiment dans le match et on avait mis beaucoup de choses en place pour le gagner. Mais là, c'est bon, Villeurbanne, c'est une très grosse équipe et on ne le prend pas. Un peu comme le SQBB, qui était vraiment tout proche aussi contre l'Asvel. C'est un peu le même genre de match. Voilà, c'est comme ça, mais bon, on en a pris 3 et puis on va se préparer pour aller en chercher une de plus assez vite. Justement, 73-76, une défaite de 3 points. Ça veut dire que ton équipe est quand même compétitive pour concurrencer des équipes qui jouent quand même l'Euroleague, on le rappelle. Ouais, c'était notre premier match face à une équipe d'Euroleague, donc c'était intéressant de voir comment on allait réagir et on a mené quand même une grande partie de la rencontre. J'ai bien aimé notre niveau d'intensité, on a su élever notre niveau défensif, d'agressivité, c'était vraiment pas mal. Simplement, on a manqué d'adresse et on a aussi perdu des ballons. On a une équipe vraiment jeune avec beaucoup notamment de jeunes joueurs étrangers et on a vu que c'était un match, je trouve, où on a manqué d'expérience parce que quand on perd comme ça de seulement de 3 points, il y avait 6 et puis on marque des milieux de terrain au buzzer, mais cependant, il y avait quand même pendant très longtemps 1-2 points d'écart et le manque d'expérience nous a coûté cher, je trouve, sur ce match-là. Justement, comment tu vas composer cette équipe ? On a vu que tu gardais quand même une certaine ossature avec des joueurs tels que Paul Lacombe, Benjamin Sen. Comment tu as voulu construire un effectif comme celui que tu as ? Ouais, effectivement, on avait déjà plusieurs joueurs sous contrat, Benjamin Sen, Paul Lacombe et Lucas Dussoulier, qui sont vraiment 3 bons joueurs français d'expérience. Et puis ensuite, on a fait déjà avec nos moyens, parce que on a aujourd'hui l'une des plus faibles masses salariales de la Betclic Elite, donc il a fallu faire des paris, prendre beaucoup de jeunes joueurs. Il y a le jeune joueur Hugo Yimga Moukouri qui a 17 ans et qui a d'abord joué à Nanterre en U15 avant de partir au centre fédéral. C'était une volonté vraiment affirmée, je dirais, du club de pouvoir le faire revenir et j'étais complètement en adéquation avec cela parce que je trouve que vraiment il a du potentiel et puis bon, vous le savez, j'adore vraiment travailler avec des jeunes joueurs et pouvoir les aider dans leur parcours. Et puis ensuite, on a pris beaucoup de joueurs étrangers qui ont peu d'expérience
Mais là aussi, bon, ça me ressemble un peu et on a trouvé dans la façon de recruter vraiment un terrain d'entente assez parfait. On s'est bien entendu pour qu'on puisse construire une équipe qui est à la fois, je dirais, équilibrée et avec une volonté de jouer ensemble, quoi. Un groupe un peu comme on l'a fait sur les dernières années au SQBB, hein, avec un grand équilibre sur tout l'effectif. Tout le monde peut apporter quelque chose. Évidemment, on a eu des petits bonus, notamment avec l'arrivée de Matisse, hein, qui n'était pas obligatoirement prévu au départ, mais qui est vraiment un gros plus pour nous. Je suis très content de le retrouver et il nous apporte. Il fait un début de saison tout à fait remarquable. Donc voilà, on fait au mieux. Je suis assez content de ce qu'on a construit et je pense que l'équipe a du potentiel. Justement, Mathis Doussievo, j'allais t'en parler, puisque il n'était pas prévu à la base, mais finalement, t'avoir attaché ses services, il te le rend bien. Ouais, complètement, complètement. On a réussi à vraiment, on a travaillé dur pour le recruter avec Pascal Donadieu aussi qui a fait beaucoup de boulot pour rester en contact et puis vraiment faire au mieux pour qu'on puisse avoir Matisse. Et je suis très satisfait parce qu'il est vraiment dans de bonnes dispositions. L'année un peu difficile qu'il a vécue aussi bien en Allemagne, mais il a bien fini quand même à Paris. Ça lui a beaucoup apporté. Je trouve qu'il a pris en maturité. Il est défensivement plus impactant et évidemment c'est un intérieur avec des mains en or. Donc, et son début de parcours est confirmé par une première sélection en équipe de France. Donc c'est magnifique pour lui et évidemment aussi c'est très bon pour le club. Bon, on sait très bien que tu es porté sur la défense, on l'a vu à Saint-Quentin, mais cette année, 85 points inscrits par match, c'est aussi une volonté de la part de ton staff d'être porté un peu plus sur le scoring aussi? J'ai tendance à dire qu'on fait avec les joueurs qu'on a. J'ai l'idée de relancer le jeu, de courir. On a des shooters, donc on s'est retrouvé avec des situations aussi où quand vous jouez par exemple Chalon-sur-Saône, vous allez être dans un match d'attaque tellement ils relancent. On a joué Gravelines qui était quand même en difficulté, donc on a mis 100 points. Et puis pareil, on a eu un match d'excellente adresse contre Limoges, donc on en a mis 91. Oui, on a envie de relancer davantage, c'est sûr, mais même l'année dernière à Saint-Quentin, on avait envie de relancer aussi un peu plus. Maintenant, je sais que quand parfois on est maladroit, il faut compter sur une défense solide, et donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et samedi contre Villeurbanne, pour la deuxième fois de la saison, après le match contre Chalon, on a montré je trouve, une solidité défensive collective qui ressemble à ce qu'on a envie de faire pendant cette saison. Cette année, l'objectif, c'est quoi pour Nanterre 92? Accrocher peut-être la première partie de tableau? Je pense qu'il faut y aller pas à pas. Le championnat, ça va être fou encore, quoi. Donc, tout le monde peut battre tout le monde. Les équipes d'Euroleague, bon, là, nous, on a failli en prendre une. Je pense que parfois, elles sont très, très impactées par le calendrier et donc il va y avoir des surprises. Donc, il faut être très vigilant. La première, c'est vraiment y aller pas à pas, match après match. Évidemment, on a envie de participer à la fête des matchs avec en jeu, la Leaders Cup, les playoffs, mais il faut avant tout assurer le maintien. C'est la première chose à faire. Et ensuite, on verra ce qu'on peut se construire comme ambition ensuite. Après. Après 5 journées de disputées, quel regard, toi, tu portes sur cette Betclic cette année? On voit que c'est quand même relativement homogène. Ouais, comme je te le disais, le fait que pour l'instant il y a des confirmations. Alors on est très très tôt, 5 matchs, c'est rien du tout, mais il y a des confirmations avec Cholet et Le Mans hein, qui confirment la très très belle saison qu'ils ont fait la saison dernière. Je pense que les équipes d'Euroleague vont de temps en temps laisser passer des matchs. Là, on verra la semaine prochaine, mais en sortant d'une semaine à 2 matchs d'Euroleague, je ne sais pas ce qu'ils font comme rencontre le week-end prochain, mais je pense que là, ils sont en grand danger. Donc, ils vont laisser passer de temps en temps quelques matchs. Et puis, on voit, tout le monde peut battre tout le monde. Ça, c'est la vérité de la Betclic chaque saison. Mais je trouve que le championnat progresse. Moi, je trouve qu'on a des matchs de qualité là déjà très tôt cette saison. J'ai l'impression d'avoir vu déjà de très bons matchs. Bon, je te pose la question, même si je connais la réponse. Le premier résultat que tu regardes après chaque journée, est-ce que c'est toujours celui du SQBB, comme tu me l'avais dit il y a quelques mois? Ouais, ouais, évidemment. Évidemment, je m'intéresse au match du SQBB. J'ai pu voir en live le match qui a eu le dimanche soir, je crois, c'était l'ASVEL. Et puis aussi, j'ai vu une partie du match de Gravelines. Bon, j'étais très heureux qu'ils puissent l'emporter parce que c'était un match important. Donc, évidemment, je suis très activement tous les résultats, mais j'ai un œil sur les résultats du SQBB, évidemment. Et justement, qu'est-ce que tu penses de cet effectif saint-quentinois qui a été composé par Philippe Da Silva, si tu devais avoir un avis rapidement? Voilà, on est encore, si tu
tu veux, tu me parles de ça sur une semaine où on va préparer le match. Donc, on est en train de le préparer. Donc, on essaye de bien comprendre ce qu'ils veulent vraiment faire et comment est-ce qu'on va pouvoir les gêner. Mais je trouve que l'effectif est vraiment construit avec une hiérarchie, avec beaucoup de mobilité, notamment sur les joueurs intérieurs, un danger sur le tir à 3 points, un vrai patron à la main. Bon, voilà. Et puis j'ai l'impression que euh, pour l'instant, ils ont quand même ce petit plus à domicile, quoi. On a vu sur les 2 matchs aussi bien contre l'Asvel que contre Gravelines, qu'ils étaient capables de mettre de la folie, qui se servaient aussi de ce qui fait la force du Palais des Sports Pierre Ratte. Et donc, il y a gros danger pour les équipes qui vont venir à Saint-Quentin. Vendredi soir, Nanterre vient défier Saint-Quentin. Un match forcément particulier pour toi, parce que pour la première fois, tu seras assis sur le banc adverse. Comment toi, tu prends ça? C'est un match particulier, forcément? Ah, évidemment, évidemment, c'est un match particulier. C'est un match particulier pour moi, pour Mathis aussi. Et peut-être encore plus pour Mathis, parce que j'espère qu'il va bien gérer ça, parce que moi, contrairement à lui, j'ai pas besoin de marquer de panier quand même, hein. Mais voilà, il faut y aller avec le plus de concentration possible. C'est ce que j'ai tendance à dire. Il y aura avant, pendant et après. Évidemment, avant, il y a beaucoup d'émotions. Ce sera pas simple de venir dans cette salle défier le SQBB. Mais pendant, bah, il y aura 40 minutes de combat. On sait que ce sera très difficile. Je m'attends à un match extrêmement difficile. Et puis après, Bon, bah, que ce soit le résultat, je serai toujours content de retrouver tout ce beau monde avec qui j'ai partagé tant de bons moments pendant 5 ans. mais forcément, tu es très attendu ici. Après avoir passé 5 ans à Saint-Quentin, changer de club, changer d'atmosphère, c'est quelque chose qui a été assez facile pour toi, t'acclimater dans un club comme Nanterre? Alors oui, parce que je trouve que Nanterre et le SQBB ont beaucoup de points communs. Donc voilà, je pense que c'est un club sain, qui est bien organisé, qui s'est construit un peu sur des valeurs communes avec le SQBB, sauf qu'ils sont arrivés en proie bien avant. Mais voilà, j'y retrouve beaucoup de points communs. Évidemment, le fait, bon, on est ici à Nanterre, dans une grande ville, en région parisienne, c'est pas exactement la même passion autour du club qu'à Saint-Quentin, mais qu'à Saint-Quentin, en cela, est très très spécial. Mais je le savais, et c'est pas ma recherche dans le changement de club et ne se situait pas là. Donc voilà, je suis satisfait de la façon dont les premières semaines se passent. J'ai été très bien accueilli, ma famille également. Et on travaille vraiment bien, je pense. On essaye de construire quelque chose pour faire avancer le club et faire une bonne saison. On parle également de Nolan Traoré qui a fait ses débuts en NBA la semaine dernière. Pareil, t'en penses quoi de cette progression de Nolan, de la draft et de ses responsabilités qu'il a du côté des Nets? Écoute, je suis ça d'assez loin parce que bon, la NBA, c'est pas quelque chose que je suis vraiment de façon très précise. Voilà, de ce que j'ai pu voir et de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a été sélectionné dans une équipe qui avait beaucoup de choix de draft, qui donc ils ont pris beaucoup de jeunes joueurs. Donc ça lui laisse vraiment une occasion de pouvoir gagner sa place dans les semaines à venir. J'ai vu que sur les débuts, il avait un temps de jeu assez limité. Donc je lui souhaite vraiment de pouvoir gagner sa place au fur et à mesure. Il faut aussi être patient, c'est un jeune joueur et j'espère que le contexte de Brooklyn sera un bon contexte pour lui pour grandir. Julien, je sais qu'il y a beaucoup de supporters du SQBB qui sont devant cette émission ce soir. Si tu avais un message à leur adresser, ce serait lequel? Ils sont très nombreux à t'écouter. Bah, déjà, je vais être très très heureux de les retrouver. Voilà, je sais que là, c'est ce que je vais tenter de dire à mes joueurs cette semaine, c'est qu'il faut qu'ils se préparent à une atmosphère très très spéciale, parce que la salle est vraiment spéciale. Donc voilà, mais moi je serais très très heureux de retrouver tout le monde, de voir autant de visages connus. Voilà, je les excuse par avance pour avant le match, pendant le match, parce que je suis le coach de Nanterre et j'ai un objectif, c'est que on gagne à la fin de la rencontre, mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de plaisir à regarder les matchs, à voir l'ambiance, même si tu vois, de voir les matchs à la télé, parce que bah, c'était la première fois que ça m'arrivait, bah ça reflète pas aussi bien l'ambiance qu'on a en live, quoi. Donc, voilà, pour les gens qui habitent Saint-Quentin et qui n'ont pas encore eu la chance de venir au match et qui voient les matchs à la télé, venez dans la Faut venir. salle si vous pouvez, parce que franchement, je trouve pas parfois que ça reflète exactement ce qu'on vit. Donc voilà, je serais très très heureux de tous les revoir. Et puis bon, voilà, j'ai une pensée évidemment pour le club de supporters qui a perdu son président. Et j'imagine qu'un hommage lui sera rendu vendredi. Et voilà, je pense bien à eux. Très certainement qu'un hommage sera rendu à Noël Benoît. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, d'un point de vue sportif et d'un point de vue personnel pour cette saison?
Bon, écoute, l'épanouissement, être en bonne santé, pouvoir continuer de bien faire mon métier et puis évidemment gagner quelques matchs parce que c'est à peu près la seule chose qui compte dans ce métier. Mais voilà, continuer de le faire voilà, avec passion et puis que ça puisse fonctionner, quoi. Voilà, que ça, de toute façon, tu sais, cette année, ce qu'on a envie, c'est que ça fonctionne pour Nanterre et le SQBB. Tout le monde aille bien, c'est le principal. Nanterre et SQBB. Je retiens ce que tu vas dire. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Et on aura grand plaisir à te retrouver vendredi soir à Pierrade, forcément, dans un match forcément qui sera particulier pour toi. Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à nos questions. On arrive déjà à la fin de cette émission que vous pourrez retrouver en replay dans quelques instants à 21h et à 22h30. Passez une très très belle soirée, une belle semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.